Bonjour. Donc, précédemment, je vous avais parlé de l'importance de respecter le symptôme, de ne pas chercher à en prendre systématiquement le contre-pied, parce que, en fait, d'une certaine manière, il est porteur d'un message, et il est important qu'on comprenne le message et qu'on fasse en fonction de ce message de façon à aller mieux. Et à ce moment-là, le symptôme disparaît. D'une certaine manière, le symptôme est utile et respectable, et je vais tâcher de vous le montrer aujourd'hui avec des cas, avec deux cas, avant de vous expliquer d'une façon plus détaillée ultérieurement comment nous sommes bâtis et qu'est-ce qui donne nos douleurs et nos difficultés psychiques. Donc, deux cas aujourd'hui. Premier cas, Madame O. Madame O est une personne qui est caractérisée par une sorte de schéma de fonctionnement, que ce soit à l'intérieur d'elle-même ou relationnellement, qu'on peut appeler le schéma fait plaisir, FP. En fait, son schéma fait plaisir se manifeste par le fait que pratiquement toujours, dans toutes les circonstances, elle est attentive, gentille, serviable. Elle pense aux autres d'abord, avant elle-même. Donc, ce style-là fait qu'elle est assez facilement appréciée un peu partout, que ce soit au travail ou en famille. En réalité, d'une certaine manière, elle est un peu la bonne de service pour tout le monde, mais elle ne le perçoit pas comme ça. Elle se voit simplement comme une personne gentille qui facilite les choses, etc. Donc on pourrait dire que pour pouvoir avoir tous ces aspects de personnalité, gentille, serviable, attentive, faisant passer les autres avant elle-même, eh bien elle a mis en place des parties de sa personnalité qu'on pourrait appeler des subpersonnalités qui sont dominantes. Subpersonnalité dominante. La gentille, la serviable, l'attentive, l'empathique, etc. Pour avoir ces aspects-là comme priorité en elle-même, elle est obligée aussi, parallèlement et en contrepoint, de repousser, de renier, de mettre sous le tapis tous les autres aspects qui seraient contradictoires avec ces subpersonnalités dominantes. Et on pourrait appeler ces autres aspects les subpersonnalités reniées. Des aspects de personnalité qui sont tout le contraire, c'est-à-dire pas gentille, mais au contraire plus attentive à ce qu'elle veut elle-même, plus égoïste, entre guillemets, en tout cas prenant en compte en priorité ses propres désirs, capable de dire agressivement ce dont elle a besoin, etc. Peut-être aussi éventuellement de pousser des petits coups de gueule ou d'être en colère si ça ne va pas comme elle veut. Alors que les subpersonnalités dominantes, au contraire, se caractérisent dans ce cas par l'absence d'agressivité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est jamais agressif. Ça a un certain nombre d'inconvénients. Parce que si elle n'est jamais agressive, cette personne, eh bien, d'une certaine manière, elle ne sait pas poser les limites quand quelqu'un pourrait abuser de sa gentillesse. Donc, elle ne sait pas trop comment... Elle ne peut pas dire non d'une façon carrée, un peu catégorique, en étant appuyée sur sa propre colère intérieure, sur le fait que là, ça suffit. Non, elle ne peut pas ça. Donc, comme elle ne peut pas poser de limites, et qu'elle ne veut pas non plus se laisser abuser tout le temps, malgré qu'on soit tellement sensible à sa gentillesse, eh bien, elle est obligée de manipuler, pour essayer de faire comprendre à l'autre que là, ça va trop, mais ça va trop loin. Mais jamais elle le fait d'une façon qui lui permet d'être tranquille sur le fait qu'elle pose la limite et qu'elle dit non. Premier inconvénient, c'est qu'elle ne sait pas poser les limites et que du coup, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent éventuellement abuser de sa gentillesse. Deuxième inconvénient de toutes ces subpersonnalités reniées, et plus spécialement du fait de ne pas pouvoir
utiliser son agressivité, c'est que cette agressivité qui est interdite en elle, eh bien, elle la voit beaucoup plus à l'extérieur. Elle ne veut pas la voir à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça lui apparaît évident. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un peu la projection en psychanalyse, du coup, le monde extérieur lui apparaît comme dur, difficile, agressif. Les gens sont agressifs, elle trouve que le monde n'est pas facile, justement parce qu'il n'est pas du tout comme elle, et qu'elle-même ne peut pas envisager d'avoir sa propre agressivité. Donc, elle ne peut pas poser de limites, elle voit le monde extérieur comme agressif, et par ailleurs, elle a aussi un troisième inconvénient, c'est que comme elle fait toujours passer les autres avant elle-même, qu'elle se met au bas de la liste quand il s'agit de tenir compte des besoins, eh bien, d'une certaine manière, elle habitue les autres aussi à la mettre au bas de la liste, à ne pas tenir compte de ses propres besoins. Donc, à sa grande surprise, malgré qu'elle fasse beaucoup d'efforts pour son entourage, pour sa famille, pour le travail, pour tous les gens qu'elle côtoie, beaucoup d'efforts pour leur donner ce dont ils ont besoin et qu'elle soit très attentive à leurs besoins, eh bien, en retour, elle ne reçoit pas de gratitude. En retour, elle reçoit quelque chose comme une sorte de « c'est tout normal » et elle a qu'à se mettre au bas de la liste. D'une certaine manière, elle les induit à se comporter avec elle comme elle-même se comporte avec elle. Alors, donc, elle s'est bâtie comme ça dans son histoire, peut-être par exemple, en l'occurrence, par différenciation avec sa sœur. Sa sœur, c'est le contraire d'elle. Sa sœur, elle est catégorique, elle se met en priorité dans les besoins, elle est exigeante, elle peut pousser des coups de gueule si c'est nécessaire, etc., etc. Ce que Madame O trouve particulièrement détestable, et donc elle est plutôt mal à l'aise et elle évite de voir cette sœur. Elle est presque un peu surprise de voir que cette sœur, malgré son comportement qui lui paraît tellement désagréable et agressif, n'a pas de retour négatif, que son couple a l'air solide, que les gens la supportent telle qu'elle est. Donc elle se demande un peu qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait que c'est comme ça. Mais elle s'est bâtie sur ce mode. Donc, retenons l'idée, il y a des subpersonnalités dominantes qui sont au pouvoir dans cette configuration d'identité, et ça suppose qu'il y a des personnalités reniées qui n'apparaissent pas. Dans l'ensemble, ça va. Il n'y a qu'un inconvénient, c'est que du coup, Madame O, étant dans un monde tellement dangereux et ne sachant pas trop s'en protéger, est plutôt conduite à se réserver des lieux de sécurité. Donc, elle est dans sa famille, elle est dans son travail où elle est depuis très longtemps, etc. C'est-à-dire qu'elle a un espace relativement délimité où là, elle est à peu près sûre que ça va à peu près bien se passer. Elle est d'une certaine manière un peu en déficit relationnel. Mais bon, elle s'y est faite, c'est comme ça. Elle a aménagé son environnement et elle ne sort pas trop pour pouvoir être dans un environnement qui lui permet de se sentir en sécurité malgré qu'elle ne sache pas poser des limites quand c'est nécessaire. Ça marche comme ça jusqu'au jour, dans son travail, où il y a un bouleversement de la hiérarchie. Sa supérieure hiérarchique a été mutée, et c'est une nouvelle supérieure qui la remplace, une plus jeune qui est assez tonique, un peu agressive, qui parle d'une façon carrée, qui est presque un peu similaire à sa sœur d'une certaine manière, et qui est assez injuste envers elle. Et par moments, peut-être pour des raisons qui lui sont propres, cette personne fait des injustices vis-à-vis de Madame O. Et Madame O se sent particulièrement mal dans ces cas-là. Elle se sent mal parce qu'elle ne sait pas comment faire avec cette situation. Et petit à petit en elle, il y a un conflit qui s'instaure, et je vais vous expliquer lequel. C'est-à-dire que progressivement en elle,
la partie reniée, agressive, coléreuse, qui pourrait dire il y en a marre, qui pourrait exiger d'être respectée, etc. Cette partie-là est de plus en plus stimulée par la situation. Et cette partie-là, elle commence à vouloir se faire entendre, c'est-à-dire un peu comme si la partie qui voudrait dire non mais ça suffit, qui voudrait poser des limites d'une façon ferme et coléreuse, était stimulée par la situation et donc du coup fait pression à l'intérieur de Madame O pour être entendue, pour prendre le pouvoir, pour commencer à être celle qui va intervenir. Mais comme ça serait une espèce de changement dans sa vision d'elle-même et dans sa façon de se concevoir, il n'est pas question de laisser cette subpersonnalité reniée prendre du pouvoir, et les subpersonnalités dominantes, la gentille, l'empathique, la fait plaisir, ne veulent absolument pas entendre parler de quelque chose qui serait plus coléreux et plus affirmé. Du coup, il y a une pression intérieure, il y a une lutte intérieure entre deux tendances. Hein. C'est comme s'il y avait un affrontement à l'intérieur d'elle-même entre deux tendances. D'un côté, la colère qui monte, mais qui est interdite d'expression et même interdite de ressenti. Madame O ne ressent pas de la colère. Elle sent qu'il y a quelque chose qui monte, de la pression qui monte, et de l'autre côté, l'interdiction de cette expression. Eh bien, ça va. Est-ce qu'à un moment donné, elle va se mettre en colère finalement? Est-ce que ça va finir par sortir? Non. Ce qui va finir par se manifester, c'est de l'angoisse. Alors, l'angoisse, c'est un signal comme quoi il y a une lutte entre nous-mêmes et nous-mêmes, entre soi et soi. L'angoisse est un signal d'alarme. C'est un symptôme. C'est un signal qu'il y a un conflit entre soi et soi. Donc quand on est angoissé, ça veut dire qu'il y a une partie de nous-mêmes qui cherche à s'exprimer et qu'on n'a pas envie de l'entendre et qu'on essaye de l'empêcher de s'exprimer. Donc, l'angoisse, ce signal d'alarme, pour rappeler ce que j'ai dit la dernière fois, c'est comme si ça criait « Attention, il y a un intrus qui veut rentrer dans la maison. Attention, intrus, méfions-nous ». L'intrus, en l'occurrence, c'est la partie interdite. Si Madame O adopte l'attitude qui nous est tous plus ou moins spontanée, qui est de vouloir supprimer l'angoisse, elle va faire le nécessaire, elle va prendre des anxiolytiques, elle va essayer de se relaxer, elle va essayer de faire tout ce qu'il faut pour supprimer l'angoisse, supprimer le signal d'alarme. Mais comme la situation continue à être présente, et comme la subpersonnalité agressive continue à être stimulée, mais que cette angoisse désormais est interdite, eh bien cette angoisse signal d'alarme va s'internaliser et va, par exemple, généralement, donner des maladies. Madame O commence à avoir des symptômes somatiques. Elle a des palpitations, elle dort mal, elle est vraiment de plus en plus tendue, elle sent qu'elle a de la peine à respirer, etc. Et donc elle rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire plus elle veut supprimer le symptôme, plus il y en a d'autres qui cherchent à se manifester, qui sont la conséquence de cette lutte intérieure non reconnue et qui essaye d'être supprimée. Donc elle va essayer de dormir en prenant des somnifères, elle va essayer de se calmer. Finalement, elle va se voir comme une malade, malade d'angoisse, malade de ne plus dormir, etc. Et elle va se mettre en maladie pour souffler un peu. Mais d'une certaine manière, elle se replie de plus en plus face à cette situation. Et ça ne tient pas spécialement, uniquement au fait que la nouvelle supérieure hiérarchique est très désagréable, ça tient aussi, et largement autant, même peut-être plus, au fait que désormais, ce conflit interne à Madame O suscite un signal d'alarme, des angoisses, des manifestations qu'elle ne reconnaît pas ou dont elle ne sait pas quoi faire.
et elle rentre dans un cercle vicieux de plus en plus lourd. Peut-être elle va finir par quitter son travail ou des choses comme ça. Imaginons qu'elle fasse autrement, qu'elle ait vu un thérapeute, parce que souvent c'est avec l'aide de quelqu'un d'autre qu'on peut envisager une nouvelle attitude, et qu'elle fasse le chemin suivant. D'abord, elle va reconnaître sa colère, malgré que ça soit assez désagréable pour elle d'imaginer qu'elle est comme ça, quoi, qu'elle a de la colère et de l'agressivité en elle. Elle va la reconnaître. Et puis, avec l'aide de ce thérapeute, elle va découvrir qu'après tout, on a le droit à une certaine colère, que c'est pas forcément être une mauvaise personne que d'avoir une certaine colère dans certaines situations. Du coup, après avoir reconnu la colère et avoir découvert que c'était peut-être pas si interdit que ça, elle va peut-être commencer à poser des petites actions, pas forcément des trucs énormes, mais des petites actions. Elle va commencer à dire d'une façon plus nette que là, il y a quelque chose qui ne lui va pas, que ci, que ça. La plupart du temps, ce qui va se passer, ça va être ça un peu la surprise pour elle, c'est que la personne qu'elle craignait tant et qu'elle essayait de manipuler en était encore plus gentille pour essayer de la faire calmer. Au contraire, à partir du moment où elle lui dit les choses d'une façon plus carrée, cette personne écoute et en tient compte. C'est vraiment une surprise pour Madame O. Du coup, eh bien, elle va faire une nouvelle expérience. C'est-à-dire que désormais, elle va découvrir que si on dit les choses d'une façon un peu forte grâce à la colère sous-jacente, ce qui ne veut pas dire tout faire exploser, eh bien, quelque part, il y a un changement. Il y a un changement possible, il y a une nouvelle expérience qui est que cette colère n'est pas si mauvaise que ça et elle peut même être utile. Et à ce moment-là, elle va rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que cette nouvelle expérience lui montre qu'on peut accepter une certaine colère. Cette colère un peu acceptée va lui permettre de moins voir le monde extérieur comme dangereux, puisque elle-même, elle en prend une partie de l'agressivité, de la colère. Donc elle la projette moins à l'extérieur, et d'une certaine manière, c'est un peu comme si le monde change. Presque comme si on pouvait dire, si je change, le monde change. Peut-être le monde n'a pas changé, mais moi, ayant changé, je le vois avec d'autres yeux, et d'ailleurs, souvent, du coup, mon positionnement différent amène quelque chose de nouveau dans ce monde-là. Donc si je change, le monde change. Et puisque ce monde devient moins menaçant, elle se sent moins menacée, plus à l'aise à l'intérieur d'elle-même, et elle est plus capable de se faire respecter désormais. En résumé, il y a eu une crise. Et nous, on fonctionne par crise, parce qu'il y a un système qui fonctionne, et puis à un moment donné, il est plus adéquat avec une nouvelle situation, et ça commence à amener une crise, parce que l'ancien système ne fonctionne plus. Il y a eu une crise, cette crise a permis d'intégrer un nouvel aspect d'elle-même autrefois refusé. À partir du moment où elle a intégré ce nouvel aspect, il y a un changement d'elle-même et il y a un changement de l'environnement, il y a une nouvelle vision des choses, et d'une certaine manière, elle a élargi son identité. C'est-à-dire que désormais, elle reste une personne gentille, attentive, empathique et tout ce qu'on veut, mais elle est capable de temps en temps, quand c'est nécessaire ou quand on cherche trop à abuser d'elle, de dire stop. C'est une nouvelle personne d'une certaine manière. C'est la même qu'avant, mais avec des capacités qu'elle n'avait pas auparavant. Et qui sont désormais les nouveaux moyens dont elle dispose. Donc, pour résumer ce cas, je dirais que le signal d'alarme, c'est quelque chose qui doit être pris en compte plutôt que lutter, et que si la personne, si Madame O prend en compte ce signal d'alarme et accepte d'intégrer ce qu'il veut dire, eh bien, il y a non seulement sa situation problématique du moment qui change, mais elle-même qui désormais en ressort avec des nouvelles capacités. Alors donc, voyons maintenant un autre cas, le cas de Madame P. Bon, Madame P,
Tout à l'heure, on parlait de Madame O avec les angoisses. Madame P, ça sera plutôt le cas de la dépression. Alors, elle a la quarantaine, 41 ans, et elle déprime. Elle déprime, elle ne sait pas pourquoi elle est mal, elle se sent... Sa vie n'a pas de goût, elle est mal dans sa peau, elle est triste, il n'y a plus d'élan, etc., etc. Donc, là je vais être un petit peu plus bref. Mais Madame P, quand on voit son histoire, on voit que, étant adolescente, c'était genre un petit peu fofolle, guillerette, dynamique, etc. Et elle s'est mariée assez tôt. Et en fait, elle a eu des enfants, 2 enfants, rapidement. Et donc là, elle est devenue raisonnable, elle est devenue sérieuse, elle est devenue parent, quoi. Son rôle de parent a pris beaucoup d'importance. Et donc elle a équilibré sa vie d'une façon différente de ce qu'elle était en tant qu'adolescente. Elle a créé son foyer, elle a élevé ses enfants, etc. Or, maintenant, ils commencent à être grands, ces enfants. Hein. Ils sont adolescents, il y a quelque chose qui a bougé, qui est terminé, et c'est comme si, à l'intérieur d'elle-même, maintenant qu'ils sont grands, et maintenant qu'elle a terminé un peu le principal de son rôle de parent durant cette étape, il y avait une pression interne là aussi, entre la fofolle de son adolescence qui a été mise de côté assez fortement pendant toutes ces années, pendant 20 ans, et puis la raisonnable qui, elle, s'est établie au pouvoir depuis longtemps. Donc, pourquoi ça déprime? Pourquoi elle déprime à ce moment-là? Non pas parce qu'il y a la fin de quelque chose ou parce que pour des raisons biologiques ou je ne sais quoi. Elle déprime à ce moment-là parce que la fofolle commence à faire fortement pression, surtout en voyant sa fille adolescente qui commence à sortir, à avoir des copains, des copines, etc. et à sortir avec des petits amis. Donc la jeune adolescente qu'elle a été, qui est devenue rapidement une mère de famille, cherche désormais à dire, c'est un peu comme si ça disait à l'intérieur, bon, je me suis écrasé pendant 20 ans, mais maintenant je réclame ma part. Et la raisonnable est tout à fait inquiète devant la pression de ces désirs un peu bizarres et de cette nécessité qui est dite par une partie inconsciente minoritaire, par une subpersonnalité, cette partie qui dit il y en a marre, je veux rigoler, sortir, avoir des amants, etc. C'est impossible, elle ne veut pas en entendre parler, elle ne veut pas se laisser bousculer par cette partie fofolle qui viendrait trop mettre en question tout le système qu'elle a mis en place auparavant. Et à force de freiner à tout prix cette espèce d'énergie qui cherche à pousser vers du renouveau, eh bien c'est comme si la fofolle disait, bon bah alors, si c'est comme ça, si je peux jamais avoir ma part, si je pourrai jamais retrouver cette espèce de vitalité adolescente, alors autant mourir. Et donc c'est un peu comme si la dépression disait, il y a une partie qui dit, bon, ou tu tiens compte de ce que je suis, ou alors c'est même pas la peine de vivre. Tout ça est inconscient évidemment, mais n'empêche que ce qui se passe, c'est que c'est un conflit interne entre une partie qui désormais est stimulée par la nouvelle situation, l'âge, la quarantaine, le fait que l'aînée fille adolescente est désormais dans une vie sexuelle et nettement plus libre, etc. Il y a des choses qui ont changé et qui désormais poussent pour que tout l'ancien système soit mis en question. Mais comme l'ancien système, le système qui a fonctionné pendant 20 ans, est très fort, il ne veut pas être remis en question. Et donc, du coup, à force de brider la partie intérieure qui voudrait se dire maintenant, eh bien, ça finit par déboucher sur un sentiment de perte de vitalité, de perte de désir, de perte de joie de vivre, etc.
En termes d'analyse transactionnelle, on pourrait dire que le parent est devenu très puissant, l'adulte aussi, c'est raisonnable, et que l'enfant, lui, il a été vraiment mis de côté pendant longtemps. C'était plutôt ses propres enfants dont elle s'occupait que son enfant intérieur. Mais maintenant, l'enfant, il commence à réclamer sa part, à vouloir être plus guiré, plus vivant, à faire des choses différentes, moins raisonnables. La sortie de la dépression, ça ne sera pas de prendre des antidépresseurs, ça ne sera pas de faire plus de raisonnable. Ça sera d'intégrer que désormais, une partie d'elle veut vivre des choses différentes. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va tout balancer, bien entendu. Comme toujours, quand on fait intégrer une partie minoritaire, on ne lui donne pas tout le pouvoir, mais on intègre quelque chose. Peut-être sortir un peu plus, peut-être danser un peu plus, peut-être déconner un peu plus, peut-être des choses que la fofolle intérieure a besoin d'amener, et que l'enfant intérieur prenne plus de place à cette étape-là. Donc, je ne vais pas démonter plus ça, mais c'est pour dire que la dépression, à savoir j'ai plus le goût de vivre, j'ai juste envie de mourir, je suis triste, malheureux, sans goût, sans énergie, dans ce cas-là, c'est la conséquence du refus d'une partie nouvelle qui cherche à s'exprimer du fait de la situation qui a changé. Si, au lieu de chercher à supprimer la dépression, on intègre la partie qui jusqu'à présent était interdite et qui désormais a besoin d'être acceptée, eh bien, il va y avoir un renouveau. C'est-à-dire, on fonctionne comme ça, nous tous. C'est-à-dire, il y a une crise, et c'est après la crise qu'on peut redécouvrir une autre étape de notre vie, plus dynamique, ou différente en tout cas, avec plein de choses qu'auparavant, on n'avait pas intégrées à ce moment-là. Il faut retenir de tout ça un message simple, c'est que quand il y a de la crise, quand il y a des symptômes, quand il y a quelque chose de lourd, que ce soit dépression, angoisse ou autre, c'est en même temps une opportunité pour changer quelque chose dans le système antérieur. Le système antérieur est arrivé au bout de quelque chose et il a besoin d'être mis à jour. Alors, on verra ensemble la prochaine fois comment, en fait, nous sommes établis avec un certain nombre de frontières, internes et externes. C'est nécessaire pour avoir un certain équilibre, mais en même temps, ces frontières, à certains moments donnés, ont besoin de bouger, de bousculer, d'être changées. Et la crise est là pour nous dire, maintenant, il est temps de passer à une autre étape. On verra ça plus en détail les prochaines fois, au fur et à mesure. Au revoir.